Bonsoir à toutes et à tous. Une faute de la République. En déplacement à Abidjan, Emmanuel Macron a dénoncé le colonialisme. Une erreur profonde, a déclaré le chef de l'État. Emmanuel Macron qui veut en finir avec la France-Afrique. D'ailleurs, tout un symbole, le franc CFA, vestige de l'époque coloniale, va être remplacé par l'éco, une nouvelle monnaie sur laquelle la France n'aura plus aucune emprise. Alors, quel est l'état de nos relations avec les pays africains ? Comment l'armée française est-elle perçue au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane ? Et puis quel avenir Emmanuel Macron envisage-t-il entre la France et le continent africain ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir « Colonialisme, une faute de la République selon Macron ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Marie-Roger Biloa, journaliste, directrice du groupe de presse Afrique Internationale, Caroline Roussy, docteur en histoire de l'Afrique contemporaine, chercheuse à l'IRIS, où vous êtes responsable du programme Afrique, et enfin Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et auteur d'une biographie intitulée Kadhafi, et c'est aux éditions Perrin. Alors tout d'abord, Yves Tréhard, on revient sur cette phrase. Le colonialisme a été une erreur profonde, une faute de la République, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Pourquoi a-t-il dit cela et à qui s'adressait-il ? J'y arrive. Il devait sans doute s'adresser aux Africains et peut-être aux jeunes Africains, mais c'est pas très malin. Parce que d'où vient-il, j'ai envie de dire ? Il vient d'un pays où le colonialisme a été une des matrices, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le parti radical de gauche qui gouvernait ce pays, Jules Ferry, Gambetta, n'étaient pas du tout des gens hostiles, si vous voulez, au colonialisme. Et je vous rappellerai des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes, notamment sur l'Indochine, sur l'Afrique, qui sont des textes, effectivement, où le colonialisme était plutôt loué. Donc, aujourd'hui, condamner le colonialisme, je dirais que ça coûte pas cher, mais c'est un propos qui est purement démagogique. Il peut dire que le colonialisme, d'une certaine façon, n'a pas apporté que des bienfaits, ça c'est vrai, mais je trouve que c'est assez étonnant, paradoxal. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller dire ça ? Il pourrait dire plutôt qu'il engage de nouvelles relations entre la France et l'Afrique sur de nouvelles bases, sur des bases... Alors vous me direz, c'est aussi ce que des présidents avant lui ont fait éternellement, et on s'aperçoit que finalement, sur le terrain, pas grand-chose change. Simplement, l'Afrique s'est ouverte et n'a plus comme seul interlocuteur l'Afrique francophone, la France. Elle a aussi la Chine, elle a les États-Unis. L'Afrique anglophone, pareil, n'a plus que pas uniquement Londres. Mais je dirais que c'est un propos assez étonnant qui ne peut que froisser une partie, je dirais, des Français. Et puis qui n'apportera pas nécessairement... Pourquoi froisser une partie Parce que les Français n'ont pas envie qu'on remue leur passé, on l'assume le passé. Le passé, il en est évidemment responsable puisqu'il est français, comme nous autres, enfin comme vous et moi, comme nous tous. Mais pour autant, on n'est pas responsable des actes de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents et de ses ancêtres. Marie-Roger Biloa, voilà. Quelle est l'utilité d'aller remuer le passé ? D'autant que dans la même phrase, Emmanuel Macron reconnaît lui-même, il dit les 3/4 de la jeunesse de Côte d'Ivoire n'a jamais connu la colonisation. Justement, c'est ça sa force, c'est sa jeunesse. Et il a également dit autre chose, il faut larguer les amarres. Et larguer les amarres, c'est écouter la jeunesse d'aujourd'hui. Il a également dit ça. Et si on écoute la jeunesse d'aujourd'hui, la partie colonialiste ou supposée telle est très forte dans la perception des relations avec la France. Donc, la France est vue comme l'ancien pays colonisé. Et qui continue d'une manière ou d'une autre, elle est perçue comme ça fortement. Donc, dire le colonialisme était une erreur, c'est répondre un peu à la demande des Africains qui n'y voient pas, malheureusement, comme certains en France, surtout des bienfaits, ils voient surtout une espèce de servitude, de lien qui persistent, et des liens de subordination qui persistent et qui ne sont pas souhaités. Et c'était une parole forte de rupture. Et il le fait dans cet esprit-là. Parce que on ne peut pas dire en Afrique aujourd'hui que, comme le dit... Ça a été apprécié sur le terrain ? Mais certainement. C'est pour ça un peu que tout le monde s'est tu. Parce qu'on s'est dit, mais il parle sérieusement. Il y a eu une espèce de sidération, parce qu'il y a un moment très très fort. Surtout que, si vous permettez, il fait une erreur historique. Alors, le colonialisme n'a pas commencé... Alors ça, c'est je vous rappellerai, il faut rappeler une période de l'histoire qui est importante, aux États généraux. Le 1788, vous avez 4 communes
du Sénégal, qui sont Rufisque, Dakar, Saint-Louis et Gorée, qui envoient un cahier de doléances aux États généraux en 1788. Donc, c'est antérieur, évidemment, à la République. Mais la République a continué. Historiquement, c'est questionnable. C'est pas juste. Oui. Caroline Non. Roussy, sur cette jeunesse qui n'a pas connu le colonialisme, mais pour laquelle c'est une question très prégnante, je vais citer ce matin Benjamin Stora, l'intellectuel, qui disait que pour des millions de jeunes en Afrique, il disait l'esclavage et la colonisation sont de grands marqueurs identitaires. Absolument. Alors, je suis tout à fait d'accord et je vais m'inscrire en faux par rapport à mon voisin, monsieur. Non, mais Yves, on n'est pas là forcément pour débattre. Dites-nous ce que vous en pensez. Non, mais parce que je pense que c'est important d'apporter un certain nombre de précisions à ce stade de nos échanges. Effectivement, je pense que c'est une parole qui est politique, donc c'est une parole politique qui est importante pour la jeunesse, c'est une parole restauratrice, c'est une parole qui pense, P-A-N-S-E, et qui est respectueuse. Et c'est ce que la jeunesse, à l'heure actuelle, demande et est en demande de cela. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, il y a bien évidemment une différence entre la parole politique et l'histoire. Et le travail de l'historien, moi, ma génération, je suis une historien et je n'ai pas à me sentir honteuse ou coupable de cette histoire coloniale. Je l'analyse, je suis en capacité de, effectivement, analyser des relations asymétriques, de montrer également les résistances alternatives, passives des populations et de les restaurer dans leur rôle d'acteur dans l'histoire. Voilà, c'était vraiment ces précisions que je tenais à apporter. Donc nous sommes à l'heure actuelle, et je voudrais faire référence ici aux ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar courant novembre, qui insistaient sur le basculement des mondes et le basculement de la géopolitique. Et il y a aujourd'hui une volonté de regarder le monde à travers l'Afrique. Et cette parole, peut-être qu'elle ne changera rien, peut-être qu'elle ne sera pas révolutionnaire, mais en tout cas, elle change par rapport au discours des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, qu'ont été celui notamment de Jacques Chirac, avec les effets positifs de la colonisation, le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, sur l'histoire sur l'Afrique qui n'est pas suffisamment Entrée dans l'histoire. Voilà, à un moment Vous voulez dire donné... que là, on a un discours qui, justement, rompt avec les discours des présidents. C'est un discours qui rompt, c'est un discours, attention, qui est politique, soyons clairs, puisque Emmanuel Macron, candidat, avançait que la colonisation était un crime contre l'humanité, puis à Alger, un an plus tard, il interpelle un jeune homme en disant « Toi, tu l'as connu, la colonisation ». Là, il parle de la faute de la République. Vincent Hugeux, vous avez vu comment, quelques minutes, ce sujet, qui est vieux de plusieurs siècles, il met une tension, il est clivant, et on est tous là, on est obligé de se couper la parole. C'est incroyable comment ce vieux sujet reste très prégnant, mais de ce côté-ci de la Méditerranée également. Il l'est pour d'excellentes et pour de mauvaises raisons. Alors d'abord, depuis à peu près 25 ans, tout nouveau président de la République a un discours fondateur sur la rupture définitive avec la France-Afrique, ONI. Bien, on verra. S'agissant de cette déclaration-là, et avec toute la sérénité requise, j'observe quand même des approximations lexicales et symboliques qui sont préoccupantes. Il y a l'anachronisme qui consiste à dire qu'au fond, c'est la République qui, par essence, serait porteuse de la brutalité souvent abjecte du projet colonial. Or, le colonialisme a existé avant, sous la monarchie et sous l'Empire, même s'il a été systématisé et théorisé ensuite. Mais le fait colonial, le fait de prétendre imposer une œuvre civilisatrice et bienfaisante sur des populations qui sont par essence et par nature inférieures, ça, c'est bien antérieur à la République. Deuxième approximation, on évoquait tout à l'heure le largon, les amarres. Mais ce serait formidable si c'était vrai. Mais on y reviendra quand on évoquera le franc CFA tout à l'heure. On ne largue pas les amarres, on donne un peu de mou au câble. Et on pourra expliquer ça sur le franc très bien. CFA. Troisième approximation, dans le même discours et quasiment dans le même souffle, quand il dit, et je le cite, « Votre jeunesse nous reproche une relation économique et monétaire post-coloniale ». Mais non, post-coloniale, c'est un fait historique et chronologique. Néocolonial aurait été plus juste. Et dans ces matières, dont vous disiez à l'instant, à juste titre, qu'elles sont extrêmement dynamitées, voire piégeuses, il faut toujours être très prudent. Parce que, au fond, le problème de Macron à partir de là, c'est de tenir sa promesse.
Et quand je disais pour de bonnes et de mauvaises raisons, et je m'arrête là-dessus, c'est que si vous voulez, vous avez d'une part un sentiment légitime, authentique, des jeunesses africaines, et il faut être implacable dans l'exigence de vérité par rapport à la brutalité et à l'injustice du fait colonial, implacable, rigoureux, factuel, etc. Mais vous avez aussi, et on y reviendra sans doute, des prédicateurs, des agitateurs, des acteurs politiques qui instrumentalisent une frustration qui est aussi la frustration éprouvée envers des régimes qui ne sont pas à la hauteur des défis qui sont les leurs. En finir, oui, alors. Je voudrais simplement ajouter, parce que c'est très important, il n'est pas le premier, je l'ai dit tout à l'heure, Vincent l'a rappelé, mais tous les présidents de la République, grosso modo, depuis Jacques Chirac, on va dire, ont voulu ouvrir une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. La fin de la France-Afrique et une nouvelle relation. Il y a eu des livres écrits là-dessus, et on sait très bien ce qu'il en est. Alors, en finir avec les vestiges de la France-Afrique, dont vous nous dites que ce n'est pas nouveau, mettre fin aux oripeaux du passé. Donc, c'est le message qu'a voulu lancer Emmanuel Macron depuis la Côte d'Ivoire, où il était en déplacement ce week-end. Après le colonialisme, qui fut, selon lui, on l'a dit, une faute de la République, le chef de l'État a proposé de bâtir une nouvelle page, une relation décomplexée avec l'Afrique, dit-il. Sujet de Juliette Vallon avec Nicolas Baudry-Dasson. C'est lors d'une visite officielle à Abidjan qu'Emmanuel Macron a fêté ses 42 ans le week-end dernier, entouré d'une centaine d'enfants ivoiriens, tout un symbole. Lui, le jeune président français qui tient tant à renouveler l'image de la France sur le continent africain et qui le fait savoir dès son arrivée. Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider. Rompre le lien entre la France et son passé colonial. Une déclaration qui en rappelle une autre. C'était en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron n'était encore que candidat à l'élection présidentielle. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Emmanuel Macron, qui se veut le partenaire de l'Afrique, dans un contexte de plus en plus tendu entre la France et une partie du continent. Depuis plusieurs mois, les manifestations de défiance à l'égard du gouvernement français se multiplient comme à Bamako le 13 décembre dernier. Ici, l'exaspération grandit face à la dégradation de la situation sécuritaire au Mali. Pour de nombreux habitants, la présence de l'armée française qui lutte contre les terroristes est un échec. Tous nos problèmes sont liés à la France. Elle est là depuis bientôt 7 ans et tous les jours, nos problèmes augmentent un peu plus. La force Barkhane remise en cause. Malgré le lancement de l'opération en 2014, la région du Sahel continue de subir les attaques de groupes terroristes. Une menace qui s'étend désormais au Niger et au Burkina Faso. De passage à Niamey pour rendre hommage à des soldats tués lors d'une attaque djihadiste, Emmanuel Macron tient à répondre à cette haine anti-française, un message sous forme d'avertissement. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Aujourd'hui, l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc, il est nécessaire que les 5 États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. La France, pas tout à fait prête à prendre ses distances avec l'Afrique, et notamment sur le plan commercial. Pas question pour Emmanuel Macron de laisser la place aux géants asiatiques qu'il vise à demi-mot. Je comprends la fascination qu'on peut avoir pour certains qui arrivent les bras ouverts et vous disent « je vais régler tous vos problèmes avec beaucoup d'argent ». Et parfois d'ailleurs, on y va parce que c'est plus simple. Mais ils ont la même hégémonie que nous avons eue il y a 40, 50, 60 ans, parfois bien avant. Ils apportent des financements qui ne sont pas soutenables. Ils créent de la dette et les malheurs de demain.
Le 13 janvier prochain se tiendra à Pau le sommet du G5 Sahel autour d'Emmanuel Macron, avec une priorité, réévaluer le rôle que la France doit tenir dans cette zone de l'Afrique. Alors, question téléspectateur. Aujourd'hui, a-t-on intérêt à rester en Afrique, Yves Tréhard? Oui. Alors, je pense que c'est l'armée dans le cadre de Barkhane, la question porte. Oui, on parle plus de colonisation. Oui. Ça peut être senti par certains comme du néocolonialisme. Et c'est sans doute le cas d'ailleurs dans certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et d'autres d'ailleurs. Mais effectivement, la France, alors il faut être précis, la France est présente à Barkhane, en Afrique, à travers un dispositif qui s'appelle Barkhane. Ce dispositif qui s'appelle Barkhane réunit 5 pays, les armées de 5 pays, qui sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Et à côté de cette présence française, donc dans ce dispositif Barkhane, il y a 4500 militaires français. Certains ont payé le prix de leur vie en s'engageant là-bas. On a encore vu récemment 13 morts dans un accident d'hélicoptère, mais il y a quelque temps, il y avait eu deux soldats français qui étaient morts dans une opération pour récupérer des otages, un Français et un Américain. Et à côté de ça, vous avez des bases militaires françaises en Afrique de l'Ouest et à Djibouti. Notamment une base française à Port-Bouët, à côté d'Abidjan, qui compte quelques 600 soldats et qui doit être appelé normalement à être renforcé prochainement, à être augmenté d'un dispositif qui irait vers 900 soldats français. C'est pas dans le cadre de Barkhane. Non, mais qui vient en soutien. Pourquoi ? Les 600 soldats de Côte d'Ivoire français en Côte d'Ivoire, viennent en soutien de Barkhane. Pourquoi ? Parce que le Sahel, ça a été dit maintes fois, c'est immense. C'est très difficile, évidemment, de faire la police sur une zone pareille. Vous avez, on le dit souvent, des forces djihadistes, terroristes, qui se réclament d'un islamisme virulent, mais vous avez aussi des bandes de brigands, vous avez le vieux conflit qui oppose les forces locales aux Touaregs, qui sont dans le nord, notamment du Mali. Enfin, vous avez une cocotte minute, là, qui est très difficile, évidemment, à réguler, avec un terrain qui est accidenté, un terrain qui n'est pas simple, évidemment, une température qui n'est pas toujours évidente à maîtriser. Et donc, c'est compliqué. Et pourquoi on est là ? On est là parce qu'on est dans des territoires qui sont des territoires, effectivement, anciennement coloniaux, on va dire, avec une proximité historique entre la France et ces pays-là. On est là parce que les Américains, c'est loin de chez eux. On est là parce que la Chine, elle, fait du commerce avec l'Afrique, mais s'est jamais engagée militairement. Et on nous a surtout expliqué qu'on était là pour lutter contre le terrorisme. Et on est là pour lutter contre le terrorisme, parce que pourquoi ? Parce que ces forces terroristes qui peuvent évidemment agir sur place, peuvent se déplacer, et ça peut être le point de départ, comme la Syrie l'est, comme l'Irak peut l'être, ou le Maghreb, d'individus, de groupuscules qui viendraient frapper notre pays. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que nous sommes en première ligne, la France, parce qu'encore une fois, il y a des liens historiques qui nous lient à ces pays, mais la France demande instamment aux autorités européennes de s'engager derrière elle. Et elle veut bien mettre son armée à disposition, mais elle demande du soutien financier et logistique. Et il est là le sujet. Et ça coûte cher à la France, c'est évident, même si c'est une nécessité. Mais on n'est pas soutenu par l'Union européenne qui, elle, regarde plus vers l'Est, pour ce qui est des pays d'Europe centrale, ou qui regarde beaucoup aussi vers l'Est aussi, il s'agit de l'Allemagne. Et on a un soutien très réduit de l'Union européenne pour entretenir Barkhane. Alors, Marie-Roger Bilois, l'armée française est au Sahel depuis 6 ans. Est-ce qu'à force d'être là, elle commence à être perçue comme une armée d'occupation, nourrissant un sentiment anti-français ? Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est lourdement dégradé. Mais il faut revenir au départ. La France a été appelée, il faut toujours le dire. Elle a été appelée en 2013 pour stopper les djihadistes, par à la fois le président Ibeka, le président malien, mais aussi par Alassane Ouattara, qui était à l'époque le président de la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest.
Et donc, elle a été appelée et elle a eu des résultats immédiats. On a stoppé les djihadistes. C'est pour ça qu'on n'a pas une nouvelle terre islamique. Parce que sinon, ils font ses droits pour prendre le contrôle de la capitale. De la capitale et du pays. Et du pays. Donc, c'est quelque chose de grave. Bon, donc on a stoppé. Donc ça a été opération réussie 2013. Opération réussie, et en contraste avec les pancartes qu'on voit, on avait les gens qui acclamaient les Français dans la rue, quand même. Hein, ils étaient extrêmement populaires, il faut le dire. Donc, les gens ils n'ont pas un sentiment anti-français, parce que ça, c'est un terme un peu fourre-tout, qui ne discerne pas entre le mécontentement envers une politique qui maintenant est en train de montrer ses limites, et puis le fait que les gens ne détestent pas les Français, c'est ridicule. Les liens sont tellement étroits. En 2013, il y avait Merci les Français, hein, vous le rappelez. Merci les Français. Et donc, qu'est-ce qui s'est dégradé? On l'a aussi souvent dit. Vis-à-vis du pouvoir central, le fait que la France choisisse de sanctuariser une région et de un peu donner le sentiment de chouchouter les rebelles Touaregs, alors qu'ils étaient quand même les alliés des djihadistes et eux qui les ont fait venir au Mali, et aussi que, surtout ce point-là qui semble très important, on le lit beaucoup. On s'est laissé embarquer dans une bataille clanique, c'est ce que vous êtes en train de dire? Pas du tout. La France a son propre agenda. C'est-à-dire, je pense que la meilleure façon de lutter contre l'insécurité, c'est de m'allier un peu aux rebelles, aux Touaregs, parce que, pour différentes raisons, c'est sa façon, et qui n'est pas en accord avec le point de vue du gouvernement malien. Et aussi, une chose très importante, on parle du renfort que la France souhaite de ses alliés européens et, j'allais dire, internationaux. Mais il faut quand même rappeler que ces pays-là ont des armées. Et les armées étaient totalement incompétentes, totalement incapables de défendre les territoires. Et le reste, on n'a pas vu de montée en puissance. On te dit dans chaque phrase, les armées, elles sont sous-équipées, démoralisées, mal entraînées et incompétentes. Mais on va le répéter jusqu'à quand? Mais qu'on monte, qu'on les forme, etc. Et cette partie-là laisse à désirer. Mais alors, et un peu, on voit des résultats, beaucoup de morts, c'est grave. Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre une décision maintenant? Parce que si on nourrit un sentiment anti-français, c'est absolument pas ce qu'on cherchait au début. Et ça peut se retourner contre la France. Si je reviens à la question initiale, la France a-t-elle intérêt à rester en Afrique? Elle n'a juste pas le choix. C'est une question purement théorique. Imaginez l'impact qu'aurait aujourd'hui... Le retrait des 4500 hommes? Même Emmanuel Macron joue avec l'idée, quand il laisse entendre à ses partenaires africains les plus rétifs, qu'il tirera les conséquences d'un manque d'engagement politique de leur part. Mais enfin, il est évident qu'un retrait apparaîtrait comme une débâcle, comme une reddition en race campagne, et donc comme une victoire du djihadisme. Et serait d'ailleurs perçu et instrumentalisé comme tel par tous les relais de propagande du djihad global. Donc c'est inconcevable. Nous sommes condamnés à faire les gendarmes du Sahel. Oui, par défaut. Parce que, si vous voulez, la vraie difficulté, c'est que d'abord, on se heurte à des problèmes opérationnels. On est là face à une conflictualité nouvelle, inédite, devant laquelle on doit adapter des instruments qui ne sont pas nécessairement idoines. Bon, parce que vous avez affaire à la fois à des petites cellules extrêmement mobiles qui ont une maîtrise parfaite d'un terrain ingrat, mais vous avez aussi une montée en puissance, puisque certains de ces groupes, on l'a vu avec par exemple l'assaut sur le casernement d'Inates à la frontière du Niger et du Mali, il y a eu 71 militaires nigériens tués au moins. Ah oui. Et ça a été une attaque de grande envergure. Donc il faut s'adapter à cela. On demande depuis des années à nos partenaires européens d'être un peu moins pusillanimes dans leur soutien et d'aller au-delà du verbe. Bon, très bien. Lesquels Européens parfois vous disent, entre quatre yeux, qu'ils ne considèrent n'avoir pas à payer les arriérés postcoloniaux de l'histoire française. Simplement, le danger djihadiste, il ne concerne pas que l'Hexagone. Il ne concerne pas que notre rive de la Méditerranée. On l'a vu, il concerne l'Espagne, il concerne la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, il concerne l'Allemagne. Donc je veux dire, tout ça est un débat passé. Oui, il faut un engagement. Et si vous voulez, le problème de la question qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on dit montée d'un sentiment anti-français, il y a quand même eu, à la mi-novembre, à Bamako, des pancartes qui étaient ainsi libellées « Stop au génocide de la France au Mali ». Vous avez quand même un artiste qui a une responsabilité remarquable, malien, qui s'appelle Salif Keïta, qui a émis une vidéo dont la viralité a été quasiment instantanée, où il dit que les Français et Emmanuel Macron assassinent des Maliens. Vous avez aujourd'hui, j'ai des amis subsahariens qui m'envoient régulièrement des liens
avec des sites ou bien des extraits d'articles ou des tweets où on vous explique que les Français sont là pour piller l'or, qu'ils se déguisent en mercenaires djihadistes, qu'ils fournissent des motos, etc., etc. Donc, quelque chose ne va pas. Non, mais quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que là encore, à la limite, à un défi opérationnel, stratégique ou tactique, vous pouvez trouver une réponse. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne, elle est efficace ou elle ne l'est pas. Mais là, pardon pour la trivialité du propos, on est devant un défi indémerdable. Pourquoi? C'est la théorie des sables mouvants. Vous ne bougez pas, vous enfoncez. Vous bougez, vous enfoncez davantage. C'est-à-dire que quoi que vous disiez, vous nourrissez une suspicion. Mais même les propos de rupture, on peut en discuter, d'Emmanuel Macron qui ont été tenus voilà quelques jours à Abidjan, vous avez déjà une suspicion sur le thème, mais non, mais tout ça, c'est pas vrai, tout ça, c'est du cinéma, c'est un faux nez pour donner un atour un peu plus fréquentable à un néocolonialisme, etc. Donc, si vous voulez, la seule réponse dans ce cas-là, outre la pédagogie, le didactisme, la seule réponse, c'est l'efficacité. Voilà. Parce que quel est le sentiment sincère et recevable de beaucoup d'Africains aujourd'hui? Comment se fait-il que la grande armée française, troisième armée du monde, soit incapable d'anéantir une bande de massacreurs djihadistes? Alors donc la solution, c'est d'envoyer encore plus d'hommes pour être plus efficace? Attendez, ça veut dire simplement que la réponse, c'est précisément, oui, d'être efficace, de montrer que l'action française militaire aujourd'hui permet de contenir et de faire reculer. Mais vous savez, François Lecointre, le chef d'état-major des armées françaises, de général, il a dit quelque chose de très simple il y a quelques jours. Il a dit, grosso modo, l'avenir du Sahel se joue dans l'année qui vient. Mais il a ajouté quelque chose de plus important encore. Il a dit, nous, quel est notre mandat, notre vocation, notre mission? C'est de contenir le niveau de violence de manière à ce qu'une solution politique puisse émerger. Et c'est là où l'exaspération d'Emmanuel Macron est partagée par les hauts gradés français. Écoutez, nous, on peut courir après les djihadistes jusqu'à la fin des temps, mais si vous n'entrez pas sincèrement dans une logique de solution politique, et c'est ça le rappel à l'ordre qui a été mis à l'encontre de Ibrahim Boubacar Keïta, le Malien, à l'encontre de Roch Marc Christian Caboret, le Burkinabé, c'est arrêter d'être dans l'ambiguïté. Vous avez quand même un ministre, et je termine là-dessus, un ministre de la Défense burkinabé qui s'appelle Chérif Sy, qui dans une interview à un journal sud-africain au mois de juillet dernier, dit « Mais au fond, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent, contenir et vaincre le djihadisme? Est-ce que la France n'a pas un autre agenda ?» C'est pas le démagogue lambda qui s'exprime sur un compte Twitter, c'est le ministre de la Défense burkinabé. Donc il y a dans l'irritation française quelque chose qui est recevable. Alors Caroline Roussy, à entendre chacun, a l'impression que la France est condamnée à rester au Sahel parce que sinon est condamnée à se faire détester. Donc c'est vraiment, je ne vais pas reprendre votre expression, mais on y pense. Alors en effet, je pense que la France, je ne sais pas si elle est condamnée, mais à tout le moins, elle va devoir rester encore un certain nombre d'années. Là, en l'occurrence, je ne fais pas de prospective, donc je ne saurais vous dire si c'est 5, 10, 15 la menace djihadiste, elle est réelle ou pas? Parce qu'on se dit, et si on partait après tout? Est-ce que du jour au lendemain... mais tous les jours, il y a des morts. Oui, mais est-ce qu'il y aurait des djihadistes qui viendraient traverser les rives de la Méditerranée? Alors en fait, je voulais en terminer là-dessus. Pourquoi la France doit rester? Parce que sinon, en effet, comme vous le soulignez, cela pourrait être perçu comme une débâcle, mais aussi demain, les populations pourraient nous le reprocher de les avoir abandonnés aux djihadistes. Et ça, c'est un point peut-être qu'il ne faut pas oublier. Deuxièmement, je pense que si nous sommes en train peut-être de perdre la guerre sur le terrain, car nous sommes confrontés à une menace qui est totalement inédite, à savoir qu'elle est territoriale, et que comme il n'y a pas de jonction, il n'y a pas de travail en commun entre les différentes armées, il est difficile effectivement d'en venir à bout. En revanche, il y a une autre bataille qui est en train de se mener à l'heure actuelle. Je ne sais pas si la déclaration de M. Macron sera suivie d'effets et aura finalement les effets escomptés, qui est la bataille de la communication. Voilà, et ça, c'est cette bataille qui, aujourd'hui, est extrêmement importante à gagner. Alors si vous pouvez... oui, pardon. Mais je crois qu'il y a une chose il y a un défi, aujourd'hui, qui est très important. On est évidemment obligé de rester, condamné, comme le disait Vincent, le mot est tout à fait juste et approprié, puisque personne ne ferait le travail, sinon. Personne, et il faut le dire, Marie-Roger l'a dit, les armées locales qui sont supposées
et qui sont quand même à nos côtés, sont des armées, à part l'armée tchadienne, qui sont pas du tout formées d'ailleurs. Il y aurait pas un mais courant c'est ça le politique sujet. qui consisterait à dire, De les écoutez, former. retirons-nous. Non, parce que l'enjeu est beaucoup plus Faut grand que faire ça. monter ces L'enjeu lots. aujourd'hui, Ouais, c'est de faire un cordon sanitaire là où on se bat pour que justement ce djihadisme ne gagne pas petit à petit le Sud. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le président français est allé aussi, en partie, en Côte d'Ivoire. C'est qu'au sud de cette zone sahélienne, vous avez des pays qui sont bougrement importants et qui pourraient être impactés, comme on dit aujourd'hui, par cette guerre qui est menée pied à pied. C'est quoi? C'est le Sénégal, hein, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Togo, c'est le Bénin, plus des pays d'Afrique anglophone comme le Ghana, le Nigeria, c'est déjà le cas, parce que je vous rappelle que la jonction, c'est que à l'est du continent, au centre en tous les cas, vous avez un autre groupe qui s'appelle Boko Haram. Et imaginez... Donc on n'éradique pas le djihadisme, mais au moins on arrive à le contenir. On essaye de le contenir. Alors je ne vais pas faire de prospective, parce que rien ne dit que Boko Haram et les djihadistes du Sahel, ça ferait la jonction. Mais il y a quand même une menace sur l'ensemble du continent africain qui est très très inquiétante et qui évidemment aurait des effets sur l'Europe et aurait des effets ailleurs dans le monde. Alors on revient sur l'autre annonce du week-end, la fin du franc CFA. Cette monnaie créée en 1945 signifiait à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique. Alors c'est là une façon donc pour la France de couper le cordon ombilical avec ses anciennes colonies et de mettre fin à un symbole devenu parfois une machine à fantasmes. Sujet de Mathieu Lignot avec Mélanie Nunes et Ariane Morisson. C'est la fin d'un système hérité de la colonisation. Samedi dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara profite du voyage officiel d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire pour annoncer la fin du franc CFA. Nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA. Cette réforme représente un grand pas dans notre volonté de faire de notre région un espace économique intégré, dynamique et une source de prospérité. J'entends ce que dit la jeunesse africaine, j'entends ce que disent les milieux d'affaires économiques africains, j'entends ce que disent aussi nos diasporas qui nous demandent de bouger sur ce sujet. Il était l'héritage, en effet, d'un système historique et il était perçu comme les vestiges d'une France-Afrique. Le franc CFA va donc être remplacé par une nouvelle monnaie, l'ECO, dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, ici en rouge. En revanche, il restera utilisé dans 6 pays d'Afrique centrale, indiqués en orange. Avec le franc CFA, les États africains devaient déposer la moitié de leurs réserves de change à la Banque de France. Les billets étaient imprimés à Clermont-Ferrand et l'État français avait un droit de regard à la Banque centrale. Pour cet économiste, c'est un changement majeur. Ce n'est pas seulement symbolique. Déjà, le fait que les Français n'assistent pas au comité de politique monétaire, c'est important. Parce que quand ils assistent au comité de politique monétaire, ils définissaient la politique monétaire avec nous. Et s'ils n'étaient pas d'accord, ils avaient un droit de veto. Droit de veto au sens où les décisions étaient prises de manière consensuelle. Donc s'il y a un membre qui n'est pas d'accord, c'est bloqué. Donc le fait qu'ils s'y retirent, c'est vraiment historique et c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités maintenant. Ces États africains retrouvent une forme d'indépendance monétaire après 74 ans de franc CFA. Créé en 1945, CFA signifiait à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique. Sous De Gaulle, en pleine décolonisation, il change de nom et devient le franc de la communauté financière africaine. Des rois et chefs coutumiers aux plus humbles, l'accueil réservé au chef du gouvernement fut débordant d'enthousiasme. Le franc CFA nourrit les fantasmes, accusé d'être une sorte d'impôt colonial. Depuis plusieurs années, la contestation et l'opposition à cette monnaie s'organisent en Afrique. Manifestations, billets de banque brûlés en public ou même avalés pour protester comme ici au Sénégal.
j'ai mangé un billet de CFA pour que ça puisse suivre mon œsophage, rentrer dans mon intestin, aller sur le bon intestin et sortir là où vous savez. Et ça va aller directement dans la fosse septique parce que je pense que c'est là-bas qui est la place du franc CFA. Ce franc CFA-là ne nous permet pas de nous développer parce que le franc CFA, tel qu'il est aujourd'hui structuré, empêche aux PME, PMI, d'accord, d'avoir en fait suffisamment de crédit qui leur permet de pouvoir être viables, mais également de pouvoir créer des emplois. Le franc CFA est basé sur l'euro. 1 euro vaut 655,96 francs CFA. L'écho sera lui aussi fixé sur la monnaie européenne. Pour ce journaliste, les États africains doivent maintenant se saisir de leur avenir monétaire. Il faudra que les pays d'Afrique de l'Ouest se rassemblent, qu'ils fassent comme on a fait pour le passage des monnaies nationales en Europe vers l'euro, qu'ils fassent une démarche référendaire pour ancrer ce passage des anciennes monnaies nationales vers l'éco, qui est une monnaie d'intégration économique africaine. Faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas juste un symbole qu'on est en train de faire. C'est une démarche d'intégration qui est en cours et cette démarche-là doit se faire avec un maximum de clarté, à la fois pour les populations, pour les dirigeants et surtout pour les partenaires internationaux. Cette nouvelle monnaie sera frappée en 2020, mais la date d'entrée en circulation de l'éco n'est pas encore connue. Alors, question téléspectateur, quel effet aura la fin du franc CFA sur nos relations avec l'Afrique? Vincent Hugeux, vous avez amené là des francs CFA. C'est vrai qu'il y a le mot franc. Est-ce que c'était ça d'ailleurs l'important? C'était de se débarrasser, entre guillemets, du mot franc dans cette monnaie? Ça, c'est pour la dimension, je dirais, strictement symbolique et historique. Oui, se défaire d'une dénomination alors qui avait été adaptée, comme cela a été dit à juste titre dans le sujet, pour ne pas être aussi archaïsante qu'elle le fut pendant tant de décennies. Mais là aussi, ne nous emballons pas. Quand on dit la mort du franc CFA, non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, la semaine prochaine, des échanges massifs où on ira troquer ces billets de CFA, que ce soit des CFA de la Banque de l'Afrique de l'Ouest ou des CFA de la Banque d'Afrique centrale, contre l'éco. L'éco n'est pas prêt d'être imprimé. Parce que, si vous voulez, bien sûr que c'est une avancée, bien sûr que c'est nécessaire. D'ailleurs, au fond, rien n'a été annoncé à Abidjan. Tout était acquis depuis au moins 6 mois entre les chefs d'État de la région. Et déjà, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Emmanuel Macron lui-même avait dit il faut une réforme ambitieuse, nous y sommes prêts, nous sommes ouverts, avec, le cas échéant, des expressions du style « sans totem ni tabou ». C'est une annonce, c'est un effet d'annonce. C'est évidemment avant tout un effet d'annonce. Et il y a 1000 raisons. Je vais en retenir ils seront valables encore longtemps, vos billets, là? Oui, ils ont encore cours pendant un certain temps, et peut-être pendant plusieurs années. Pourquoi? Je ne prends un seul exemple. Il y a 1000 zones d'ombre, j'en retiens une. Quelle est l'économie la plus puissante de la région? Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria. Le Nigeria, c'est à peu près 2/3 du produit intérieur brut de toute cette zone économique. Le Nigeria, vous en avez un là-bas, d'ailleurs, de billets, à sa propre monnaie, le Naira, qui n'est pas convertible et qui ne s'inscrira pas demain dans cette logique-là. Donc, que disent les responsables nigérians? Ils disent simplement, attendez, c'est très joli, l'éco, c'est une belle idée, c'est une idée généreuse, et elle trouvera un jour sa place dans le réel. Mais il faut un minimum de convergence, de critères de convergence. Il faut donc, dit-on à Abuja... Il faut couper le lien entre la monnaie, enfin le franc CFA et l'éco, et l'euro, c'est ça? C'est-à-dire que, donc, déjà, une des données de cette réforme, c'est qu'au lieu d'avoir cette parité fixe qui va encore perdurer pendant un certain temps, on va peut-être l'adosser à un panier de monnaie avec tous les grands partenaires économiques du continent africain. Donc vous aurez le yuan chinois, vous aurez le dollar américain, vous aurez toujours l'euro et peut-être d'autres monnaies, pourquoi pas le yen japonais par exemple. Bon, ça c'est une chose, mais ça c'est pour plus tard aussi. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que prenez les dissymétries entre ces économies. Il ne suffit pas de décréter qu'on a une monnaie commune. Exactement, comme à l'intérieur de l'euro. Vous avez 3 critères qui ont été retenus par les responsables nigérians, qui disent, attention, il faut moins de 3% de déficit, il faut moins de 10% d'inflation, et il faut moins de 70% d'endettement. Il y a un seul pays de la zone qui satisfait ces 3 critères, c'est le Togo. Donc ça veut dire qu'on en est aussi très loin. L'idée est là, mais il y a énormément à faire. Comme disait l'autre sous la Troisième République, enfin, les difficultés commencent. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, c'est exactement le même problème que l'euro. On dit que les Grecs, l'euro est trop fort pour eux. Et bien de la même façon, le franc CFA n'est pas adapté aux réalités économiques de chaque pays, parce que c'est une monnaie qui est arrimée à l'euro. Pour faire simple,
en Côte d'Ivoire circule la monnaie des Allemands, quoi. Non, mais en une formule, si vous voulez, l'intérêt en termes d'essor économique et de développement d'une monnaie unique ne vient que s'il y a un minimum d'harmonisation des politiques économiques des pays concernés. Marie-Roger Billois, cette monnaie, elle est peu appréciée des habitants. C'est terrible parce que la monnaie, on a un sentiment de fierté, d'appartenance à sa monnaie. C'est sûr qu'il y a une charge symbolique très forte dans la monnaie. Et ça, le fait qu'elle ait le nom CFA, on a essayé de maquiller, qu'il y avait le mot colonie dedans, on a essayé de maquiller en disant communauté française. Bon, ça, c'était quelque chose de fort. Le fait aussi que les réserves soient conservées par les réserves de change, soient conservées par la France. Le fait que la France ait des émissaires qui siègent au moment où on définit la politique monétaire des pays CFA, etc. Avant le taux fixe. Maintenant, l'histoire du taux fixe est plus économique. Mais tout ça a été en débat depuis 1980. Le premier livre important qui a été écrit, c'était Chumi Chunjang Puemi, Monnaie, servitude et liberté. En 80. Et depuis, on a vu... C'est vrai qu'il y a tous les attributs, quand même, d'une attitude néocolonialiste. Quand absolument, c'est pour ça que les Africains n'avaient pas leur mot à dire. Et c'était très courageux et aussi honnête de la part du président Macron de prendre ces mesures. Parce qu'on disait tout le temps, puisqu'on nous disait le débat, oui, mais le franc CFA coûte à la France. Alors on disait, dans ce cas, pourquoi vous ne l'arrêtez pas ? Et la réponse était, on attend que les pays africains se mettent d'accord, on le fera. Et ça, c'était une garantie pour ne rien faire, parce que entre ceux qui étaient tout à fait pour, les grands chantres du franc CFA, que sont le président Alassane Ouattara et aussi peut-être Macky Sall, qui est un peu plus en retrait sur la question. Pourquoi ? Parce que certaines élites en Afrique ont intérêt à conserver une monnaie puissante pour faire du shopping tout autour de la planète. C'est eux qui avaient un peu avantage à ça. Ils n'avaient pas intérêt à ce que ça change trop. Ils avaient de l'euro à l'époque, du franc français en poche, etc. Et il faut reconnaître que ça a duré longtemps parce que les élites elles-mêmes, et qui sont surtout bureaucratiques et administratives, avaient intérêt à ce que la situation ne change pas. Les choses ont commencé à bouger quand on a eu une montée en puissance de la classe des opérateurs économiques et qui voient comment c'est très difficile d'exporter et que voilà. Donc le débat c'est un peu plus qualifié. Donc il faut dire que personne n'a jamais pensé que la fin du franc CFA allait résoudre tous les problèmes économiques. Même si c'est une monnaie surévaluée. Ni même tous les problèmes monétaires. C'est le début d'un processus d'intégration. Ça va être très long, c'est compliqué, mais au moins il y a une porte qui est ouverte. Et symboliquement, c'est la fin d'un anachronisme symbolique. Et c'est aux Africains maintenant de prendre leurs responsabilités. Je crois que la France a fait sa part, enfin, partie. On va voir si tout ça va être vraiment appliqué. La France a fait ce qu'elle pouvait faire, j'allais dire, de manière unilatérale. Maintenant, aux Africains de montrer qu'ils sont en mesure de gérer leur monnaie. Si ça a duré aussi longtemps, il faut quand même le dire, c'est que d'abord, avoir une monnaie commune aux États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est effectivement le même problème de l'euro, mais en 100 fois pire. Parce que si vous ne pouvez pas comparer l'économie de la Côte d'Ivoire avec l'économie, par exemple, du Burkina Faso ou du Mali, avec le Sénégal. C'est des gouffres de différence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et pourquoi ? C'est parce que c'est un vieux serpent de mer, ça. C'est comme le débat sur le colonialisme, la France. Déjà, Édouard Balladur, au début des années 90, parlait de supprimer le franc CFA, et il y avait des partisans, il y avait au contraire des opposants à cela. Et c'est un vieux débat, et la France n'a jamais tout à fait tranché. Pourquoi elle n'a pas tranché ? Parce que beaucoup d'élites africaines, effectivement, mais qui ne sont pas toutes de mauvaise foi ou qui ne pensent pas qu'à elles, disaient mais ça va être terrible, tout l'argent va partir. Fuite des capitaux. Mais là, c'est une fuite immédiate des capitaux. Et c'est bien pour ça. On va placer ces économies dans une monnaie sûre avant la dévaluation. Oui, l'argent va aller en Suisse, évidemment. Ce que redoutaient les Grecs en cas de sortie de l'euro. Exactement. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Et même sans sortie de l'euro. Donc la fuite des capitaux aurait été immédiate. Et là, vous auriez eu une Afrique complètement, je dirais, bancale, entre une Afrique de l'Ouest
dont les capitaux seraient partis, et puis une Afrique australe et une Afrique de l'Est, dont il ne faut pas oublier le dynamisme économique, qui est un dynamisme beaucoup plus fort que l'Afrique de l'Ouest, et qui, elle, s'en sort plutôt pas mal, même si elle a d'autres problèmes aussi. Et donc ça, c'était le grand sujet. Il faut le dire, le fait que la parité est assurée et garantie pour le moment, ça ne change pas grand-chose. On change 2 symboles. Le fait que 50% des réserves de change ne soient plus placées au Trésor français, même si elles n'étaient pas toutes placées là d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que 2 gouverneurs de la Banque de France ne vont plus siéger justement à la gouvernance du franc CFA. Dans le symbole, mais le lien sera toujours là. Absolument. Pour le moment, peut-être ça. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que justement l'Afrique CFA, je dirais, arrive à se gouverner comme ça. Alors, la nouvelle a surpris toute l'Algérie. Le général Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée et l'homme fort du pays, est décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. Sa disparition pourrait bien changer la donne politique d'un pays en ébullition et habitué à voir l'armée tirer les ficelles de l'ombre. Romain Besnénou et Christophe Roquet. C'est sa dernière apparition. Jeudi dernier, le général Salah, homme fort du pays, reçoit une ultime consécration. La médaille du mérite des mains du nouveau président algérien. Hommage à sa gestion de la crise. 3 jours plus tard, le général Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, succombera à une crise cardiaque. Le militaire, chef d'état-major, était l'une des figures majeures du pouvoir algérien. D'abord fidèle de Bouteflika, c'est lui qui le pousse vers la sortie début avril. Lui qui gère la période de transition, qui orchestre l'élection présidentielle. C'est également le général Salah qui durcira le ton semaine après semaine face aux manifestants, tout en évitant le bain de sang. Les revendications des manifestants ne sont pas raisonnables. Exiger le départ de tous les cadres de l'État sous prétexte qu'ils sont le symbole du système, c'est irrationnel, voire dangereux. Au fil des mois et des manifestations, Ahmed Gaïd Salah est apparu comme le gardien intransigeant du système face au mouvement populaire. Leader incarcéré, contestation réprimée, revendications balayées. Dans les rues d'Alger ces jours-ci, la mort du général suscite autant de soulagement que d'inquiétude. Nous, dans les rues, on attendait sa mort, la semaine de sa mort. Nous faisons le vœu que quelqu'un de bien le remplace. C'était le meilleur général que j'ai connu. Que Dieu ait pitié de lui. Et je demande à Dieu qu'il entre au paradis. Et je dis au nouveau président, M. Tebboune, que Dieu vous aide, nous vous soutiendrons. Le nouveau président, c'est lui, Abdelmajid Tebboune, un proche du général Salah. Élu le 12 décembre dernier lors d'un scrutin boycotté par 60% des électeurs. Contesté par la rue, Abdelmajid Tebboune a timidement tendu la main aux manifestants au lendemain de son élection. Un nouvel amendement réduira les pouvoirs du président de la République, protégera le pays contre le pouvoir d'un seul, garantira la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Un nouveau visage en Algérie, dont l'élection a été actée par la communauté internationale. Embarrassée par la crise algérienne depuis ses prémices, la France, ancienne puissance coloniale, prend note. J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle algérienne dès le premier tour. Comme vous le savez, je suis très attentif à la situation en Algérie et aux aspirations que le peuple algérien exprime avec beaucoup de responsabilité, de civisme, de dignité depuis plusieurs mois. Transition politique, transition militaire. Et pourtant en Algérie, l'avenir reste incertain. Dans les rues, on réclame toujours la libération de détenus d'opinion, la liberté des médias et l'autonomie pleine et entière vis-à-vis des puissances étrangères. Sur ces pancartes, on lit ici « Les interventions étrangères détruisent les États ». Et là, non à l'ingérence de la France. On n'a pas besoin d'intervention d'aucun pays international, ni français, ni le Parlement de l'Union européenne. Personne. Notre seul linge se lave entre nous. Le décès soudain d'Ahmed Gaïd Salah signe-t-il la fin d'une époque?
Pour les manifestants, c'est en tout cas l'occasion inespérée de voir l'état civil reprendre la main sur le pouvoir militaire. Question téléspectateur. Qu'attendait donc le nouveau président de l'Algérie d'Emmanuel Macron? C'est vrai qu'Emmanuel Macron, Vincent Hugeux, a fait même pas le strict minimum. Quand il a appris la victoire du président algérien, il a dit « J'ai pris note de l'annonce officielle que M. Tebboune a remporté l'élection présidentielle ». On ne peut pas faire moins. Oui, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'il a fait du pas tout à fait en même temps. Dans un premier temps, il dit « j'ai pris note », ce qui est évidemment extrêmement mal perçu en Algérie. En général, quand on prend note, c'est-à-dire qu'on conteste la légitimité de l'élection en question. Bon, dans le langage diplomatique, c'est ça, en traduction simultanée. Ensuite, riposte du nouveau président algérien, il dit « mais moi, je n'attends rien du président de la République française, je ne reconnais que le peuple algérien ». Donc en quelque sorte, Emmanuel Macron lui fait un cadeau de Noël anticipé, là aussi, voilà, en lui offrant un bel exercice de démagogie populiste. Et du coup, ayant sans doute mesuré l'ampleur de la maladresse, 4 jours plus tard, Emmanuel Macron revient à la charge et adresse cette fois-ci ses sincères vœux de succès, ce à quoi Alger répond immédiatement en faisant état par la presse officielle de caractère chaleureux du message français. Ça dit quoi, ça? Ça dit que toute parole de nature politique émanant de l'ancienne puissance coloniale, et on sait à quel point c'est dans la douleur que ce lien-là s'est défait, est inaudible. Or, il y a un enjeu crucial qui est lui aussi sécuritaire. L'Algérie ne supporte pas l'idée que quiconque vienne rôder dans son arrière-cour régional. Et pourtant, il y a beaucoup à dire, notamment sur ce qui se passe. Vous faites référence à la présence militaire de la France dans l'opération Barkhane au sud? Mais bien sûr. D'autant que c'est un enjeu crucial. N'oublions pas que l'Algérie a des milliers de kilomètres de frontières avec des pays comme le Mali, le Niger et la Libye, qu'on aurait tort de ne pas citer ici. Et donc, il faut forcément un minimum de coordination. Or, il y a beaucoup à dire sur les ambiguïtés d'Alger, avec des chefs djihadistes qui traversent la frontière sans grande difficulté pour aller se ravitailler de l'autre côté, etc., etc., etc. Mais il y a une telle vitrification du fait du caractère passionnel du lien qui perdure que pour tout président français, la seule réponse, c'est la retenue, la sobriété. Il n'y en a pas d'autre. Yves Tréhard, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à pacifier, à dépassionner ces relations entre la France et l'Algérie. Oui, mais si vous voulez, vous pouvez mettre n'importe qui, n'importe quel profil politique en France, qu'il soit de gauche, de droite, du centre, comme le revendique, ou comme le revendique Macron. Je pense que c'est très compliqué. Vous avez 2 discours. Vous avez le discours que nous, on entend, qui est le discours des chefs d'État. Et à chaque fois, c'est indifférence ou ingérence. Ça ressemble à ça. Si vous intervenez, ingérence. Si vous dites pas grand-chose, indifférence. Une fausse indifférence, d'ailleurs, parce que, évidemment, derrière... Mais vous avez le discours, après, où les relations qui sont entretenues par les ministres. Et notamment un ministre chez nous, qui est l'ancien ministre de la Défense, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, qui a des liens extrêmement étroits avec l'appareil militaire algérien. Donc Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian. Qui, lui, je dirais, autant... Donc on se parle quand même en sous-main par derrière. On se parle, bien sûr. Vous avez un discours présidentiel qui est quasiment inaudible, ou qu'on n'entend pas. Il y a quelques semaines quand même, ou quelques mois, le président de la République avait dit, et ça n'a pas tellement été relayé dans les médias français, qu'il soutenait, enfin qu'il est de tout cœur avec le peuple algérien qui était en train de manifester. Oui. Ce qui aurait pu, de la part du général Salah, notamment à l'époque, être très très mal interprété, et ce que les Algériens ne souhaitaient peut-être pas non plus. Mais le général Salah, lui, parlait aussi à Jean-Yves Le Drian, vous voyez. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez effectivement, et Vincent a mis l'accent là-dessus, et ça on l'oublie trop, effectivement des enjeux militaires au sud de l'Algérie, avec les Touaregs, le djihadisme, les Touaregs, Barkhane qui est là, et vous avez les accords d'Alger de 2015, au terme desquels, eh bien, vous avez une espèce de modus vivendi entre les forces Touaregs, effectivement, et puis les pays de cette région. Et Alger est une capitale essentielle, justement, dans la lutte contre le djihadisme et tout le banditisme qui se passe dans cette région. C'est pour ça que la France regarde ça d'un œil très, très, très aigu, très acéré, évidemment. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, où en est la nouvelle force européenne qui doit intervenir au Sahel et soutenir Barkhane? Caroline Roussy, on a des... Allez-y, monsieur. Alors, Vincent Hugeux.
En fait, ce qui se passe, c'est que le projet français, c'est dans le second semestre 2020, une forme de désengagement. C'est-à-dire que là, il va y avoir un renfort, oui, qui est indispensable, mais on souhaite, d'une certaine manière, passer le témoin, à défaut de pouvoir le passer à la force du G5 Sahel, les armées africaines, qui, comme on l'a dit, ne sont pas prêtes pour relever ce défi-là, même si, rappelons-le encore une fois, ce sont les militaires africains qui payent le plus lourd tribut humain dans cette affaire. On compte donc sur une sorte d'opération dite Takuba, où il s'agit de fédérer des forces spéciales venues de pays européens pour l'essentiel, pas seulement de l'Union européenne d'ailleurs, il peut y avoir des Estoniens, il peut y avoir des Lituaniens, etc., pour venir apporter une aide pointue, précise, qui permettra un peu au dispositif Barkhane, qui est à bout de souffle, de respirer. Voilà. Mais ça, c'est un pari. C'est un pari. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. On a eu quand même un empilement de structures depuis 2013 qui n'a pas fait preuve d'une immense efficacité. C'est pas parce que MINUSMA, Barkhane, les ménagers 5. Donc voilà, le projet, c'est pourquoi ça change de nom d'ailleurs à chaque fois ces opérations? Vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné chez les militaires, c'est leur propension à trouver des noms assez poétiques aux opérations militaires. Hein. Serval, alors Barkhane, c'est cette dune qui change de forme avec les vents. Voilà. Serval, c'est un petit félin du désert, etc. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour, je me disais, mais pourquoi Serval? Et puis je me suis dit, mais oui, bien sûr, au fond, il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Un Serval, des cerveaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Alors, oui, non, question. Oui. Peut-on regarder l'histoire d'hier avec les yeux d'aujourd'hui? Alors, Caroline Roussy, avec vos yeux d'historienne, est-ce que c'est pas dangereux que de dire au XXIe siècle, tiens, la colonisation du XIXe, c'était une... Alors, quel est le mot exact une erreur profonde et une faute de la République? Alors, moi j'insiste sur comme au début de l'émission, c'est un discours politique, voire une tactique de type politicienne. Moi, en tant qu'historienne de formation, puisque l'histoire est ma première patrie, non, je ne peux pas travailler comme ça, je dois contextualiser et justement contextualiser l'histoire de la pensée et comprendre les différents processus qui ont amené à cette colonisation et effectivement à la création de ces territoires d'exploitation, comment les frontières ont été tracées, pourquoi, etc. Donc il fait de la politique, il n'a pas un jugement du tout d'historien quand il dit ça, Emmanuel Macron. Enfin, selon moi, non. Et ce n'est pas la démarche d'un historien, c'est d'interroger à partir de documents, d'archives d'une époque donnée. Et ça vous choque quand vous entendez un homme politique labelliser ainsi, en disant c'est bien ou c'est pas bien, un événement historique en le sortant de son contexte? Je réponds à ça. Pour moi, c'est un discours politique dans une séquence que nous avons tous relevée, qui est de la montée d'un ressentiment anti-français. Marie-Angèle Billois. Et alors, discours, regarde aujourd'hui sur les faits d'hier, c'est que, c'est bien sûr que non, mais sauf si ça continue, même si la situation perdure, on est quand même, on parlait de l'Algérie, etc. Les relations entre les anciennes colonies et les anciens colonisateurs sont toujours tendues et il faut toujours tenir compte de la sensibilité de l'opinion publique sur ces questions et ne pas froisser ce besoin d'indépendance. C'est ça qui se passe aussi un petit peu avec Barkhane, où, bien qu'on ait envie de l'intervention française, et même parfois les autorités la demandent, la souhaitent, même si publiquement, oui, il faut quand même leur donner le sentiment, leur rappeler que c'est leur pays et qu'ils ont leur mot à dire. Et donc, là, pourquoi on parle beaucoup de colonisation, de néocolonialisme, post-colonialisme, si on veut, mais on sait ce qu'il voulait dire. C'est parce qu'on a l'impression que ces situations perdurent et les relations de domination et de subordination perdurent. Donc, il en parle aujourd'hui pour mettre les choses au clair. Exactement. Il y a aussi beaucoup de politique, c'est vrai, puisque les propos qu'il avait tenus en Algérie pendant la campagne électorale... Crime contre l'humanité. Oui, mais là, étaient évidemment destiné, et on l'avait vu dans les sondages d'ailleurs à l'époque, dans les détails, à la communauté maghrébine de double nationalité française. Franco-maghrébine, franco-algérienne. Un petit peu de visée politicienne. Évidemment, et ça avait été manifeste. La France n'est pas le seul pays au passé colonialiste. La Grande-Bretagne ou la Belgique sont-elles aussi dans la repentance? La Grande-Bretagne et la Belgique ont-elles ce même relation compliquée en Afrique? Non. Alors, d'abord, il ne faut pas oublier que là aussi, des historiens ont accompli un travail remarquable pour rappeler ce que fut
l'immense cruauté de la colonisation belge dans ce qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui était déjà le Congo belge, propriété personnelle du roi des Belges, qui est devenu ensuite le Zaïre, puis de nouveau la RDC. Bon. Donc, ce que disent souvent les universitaires britanniques, par exemple, c'est que le rapport au passé colonial n'est pas de même nature. C'est vrai qu'il peut y avoir des tensions entre Londres, on l'a vu évidemment avec le Zimbabwe de Robert Mugabe, ô combien. Hein. Mais la manière même de concevoir la promotion des élites au moment où le fait colonial s'impose dans un pays est de nature assez différente. Et moi, ce qui me frappe beaucoup... Ce que vous voulez dire, c'est que les Anglais, dans leur colonialisme, avaient une attitude moins paternaliste. C'était pas la même colonisation. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, le rapport est différent dans la promotion des élites. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué quand on regarde les faits, cette différence. Moi, juste ce que je voudrais rajouter par rapport à ce passé qui ne passe visiblement pas, c'est qu'il y a un point sur lequel finalement nous ne travaillons pas en commun, c'est écrire une histoire en commun. Je suis désolée, mais du côté français, c'est l'ignorance la plus totale concernant l'Afrique. Personne ne connaît le continent africain, les gens sont dans l'incapacité de placer un pays sur une carte. Et donc, effectivement, quand on est dans l'ignorance doublée d'une culpabilité qu'on ne maîtrise pas très bien, je vois difficilement comment on peut créer un nouveau type de relation d'égal à égal et non plus et sortir de cette morgue française et de relations verticales. Il faut distinguer les deux colonisations. Vous avez une colonisation d'un côté qui est la colonisation française en Afrique de l'Ouest, qui est une colonisation culturelle beaucoup. Nos ancêtres, les Gaulois, pour faire vraiment schématique. Et vous avez une colonisation, moi j'ai longtemps vécu en Afrique de l'Est, britannique en Afrique de l'Est et en Afrique australe, même s'il faut distinguer un peu les deux, qui est une colonisation d'abord économique, qui n'est pas du tout une colonisation... D'ailleurs, on ne se mélange pas. On ne se mélange pas beaucoup non plus en Afrique de l'Ouest pendant le temps de la colonie, mais en Afrique de l'Est, c'est d'abord économique. C'est pas du tout pour les mettre à l'image. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la rupture a été très forte avec l'Afrique, entre Londres et l'Afrique anglophone. Il y a eu des mouvements, le Mao Mao au Kenya, et des choses comme ça. En Ouganda, ça a été assez violent. Alors que si on accepte le cas de l'Algérie, et le Cameroun. Ah non, il y a des choses super violentes. Il ne faut pas édulcorer non plus. C'était pas facile partout. Si on prend la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça s'est quand même pas passé de façon trop sanglante. L'Afrique ne sera-t-elle pas le continent phare de demain, Marie-Roger Biloa? On dit ça, ça veut dire... Objectivement, tout est en place. C'est le continent qui possède le plus de ressources. La démographie, même si ça c'est un sujet clivant, les économies occidentales sont matures un peu à bout de souffle. Et voilà, donc on dit aujourd'hui, comme un effet de mode, l'Afrique, et puis le fait que... Il paraît qu'avec le Portugal, on voit des mouvements inversés. Ce sont les Portugais maintenant qui vont chercher du travail au Mozambique. Oui, on a vu ça en Angola. On a vu ça. Mais il y a encore tellement de paramètres. Et justement pour y arriver, l'une des revendications fortes qu'on sent maintenant au sein de la jeunesse, c'est ce besoin d'autonomie, de dignité, de respect et la capacité de prendre un peu plus en main le destin. La France engage ses militaires tandis que la Chine gagne la bataille économique en Afrique. Alors Vincent Hugeux, on la voit, ils sont très présents, les Chinois de plus en plus. Alors là aussi, il faut être équanime. Le petit message qu'on a entendu tout à l'heure, à peine subliminal et de fait parfaitement explicite d'Emmanuel Macron, il repose sur une réalité. Il y a un vrai danger dont on parle peu aujourd'hui, c'est le réendettement massif de beaucoup de pays d'Afrique. Or, la souveraineté passe aussi par le réendettement auprès de la Chine, c'est la Chine qui prête. Oui, la Chine prête dans des conditions invraisemblables, et avec les pays africains sont les obligés. Colossales, et les pays africains deviennent les obligés. Alors attention, ne nous piégeons pas nous-mêmes en tenant un discours qui pouvait parfaitement être appliqué à la France d'hier matin. Mais ceci ne doit pas non plus nous inhiber pour remarquer que effectivement, l'indépendance, ça n'est pas la souveraineté, et que l'endettement va à l'encontre de la souveraineté économique et donc de la souveraineté politique. Pour un despote africain, mal élu, bien élu ou pas élu du tout, la Chine, c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que c'est le royaume de l'inconditionnalité. Inconditionnalité économique, on a écrabouillé des pays d'Afrique à coups de plans d'ajustement structurel dans une orthodoxie budgétaire mortifère. Et maintenant, on a la Chine qui vient derrière et qui les réendette à plein tube. Inconditionnalité
politique. C'est pas les Chinois qui vont vous dire, vous savez, votre barrage, on ne vous le construit pas parce que dans vos culs de base fausses, il y a des gens qui crèvent depuis des années. Donc là, il y a quelque chose de profondément pervers, et je termine très rapidement là-dessus. Je suis frappé par le fait que dans les sociétés civiles, les jeunes nous disent aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'au prétexte que la Chine n'a pas été la puissance coloniale qui nous a dominés, nous acceptions d'elle ce que nous refusons de nos anciennes puissances coloniales. Il y a un sentiment anti-chinois qui est en train de monter dans les sociétés africaines. Allez, toute petite dernière question. Pourquoi, mais il y aura peu de temps pour la réponse, pourquoi le franc CFA a-t-il duré si longtemps? Parce que... Marie-Rolé Belloa. Je crois que parce que les deux partis y trouvaient un certain intérêt et qu'il n'y avait pas d'alternative immédiate. Voilà, peut-être que le temps n'était pas venu. Et ben voilà, on va voir si l'écho remplace le franc CFA. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h25. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.